Bonjour à tous. Je voudrais aussi dire que je suis content d'être là parce que ça fait toujours plaisir de pouvoir parler de ces recherches dans des séminaires sur des thématiques comme l'archéologie moderne et contemporaine, qui ne sont pas si fréquents que cela. C'est déjà une initiative heureuse d'avoir eu l'idée d'organiser une série de séminaires. Donc, je crois que vous avez une dizaine de séances de mémoire sur cette thématique. Et j'ai cru comprendre que vous aviez eu des conférences parfois assez théoriques sur le pourquoi de l'archéologie pour des périodes aussi récentes. Et c'est à mon avis au cœur des discussions parce que même si je vais vraiment parler de terrain, l'atout principal de ces périodes récentes, c'est d'avoir un dialogue possible avec l'histoire avec un petit h. C'est-à-dire pour moi, l'archéologie, ça sert à faire de l'histoire avec un grand H, au même titre que l'histoire avec un petit h. C'est-à-dire que les deux se rencontrent pour aborder une civilisation qui comporte des écrits, mais qui comporte aussi de la musique, de l'art ou des vestiges matériels. Et ce dialogue a, à mon avis, l'immense avantage, et c'est là que je reprends ma casquette d'historien de formation, d'obliger les historiens à reprendre certains de leurs poncifs, de leurs écrits, de leurs théories parfois inamovibles, et de les revisiter à la lumière de ce que la fouille peut donner, puisque un texte s'est rédigé dans un certain critère, par une certaine personne, avec une optique qui n'est pas celle de notre regard d'archéologue, alors un fait archéologique, c'est un fait. Même s'il y a un problème de quantification et de statistiques, après, est-ce qu'on peut généraliser un fait? Mais ça permet au moins ces va-et-vient. Et c'est, d'un point de vue méthodologique, à mon avis, très intéressant et très formateur. Alors, cette archéologie moderne en France, c'est une archéologie... Alors, je ne sais pas ce qu'on vous a déjà dit ou pas, si Alban Henry ou M. Bellan vous a déjà un peu parlé de cette historiographie, mais c'est quand même quelque chose de très récent. On est très loin, mais alors très loin et très en retard, des écoles anglo-saxonnes. Alors, n'en parlons pas des écoles outre-Atlantiques. Donc, post-médiéval archéologie, c'est 1968, le début de la parution. À cette époque, on n'avait même pas le droit de fouiller du médiéval en France, enfin, sauf les nécropoles mérovingiennes, parce qu'il y avait des beaux objets à trouver, donc on s'autorisait à fouiller les nécropoles mérovingiennes et bien sûr les épaves modernes, parce que, bon, fouiller un galion, un beau navire, il y a toujours du beau mobilier, mais il y avait une incohérence scientifique considérable à refuser de fouiller des sites d'époque médiévale et bien sûr modernes et contemporaines, basé sur le postulat que les textes sont suffisamment nombreux et qu'il est dommage de, on va garder le terme de dommage, de dépenser de l'argent pour aller fouiller des sites modernes alors que les textes nous ont déjà tout dit. Alors, c'est les débuts de l'archéologie moderne en France, c'est pourtant en préventive, autour notamment des fouilles du Grand Louvre, dans les années 80, donc notamment la cour Napoléon et les carrousels du Louvre avec des quartiers de la ville moderne, la fouille du château des Tuileries, des projets avortés. Donc c'est une entrée de l'archéologie moderne dans l'archéologie préventive, auquel on peut rajouter quelques fouilles programmées, influencées par l'école polonaise, notamment avec Jean-Marie Peset et ses élèves, dont Françoise Piponnier, qui, quand ils fouillaient des villages désertés, fouillaient aussi les niveaux modernes avant d'atteindre les niveaux médiévaux pour lesquels ils avaient déposé ces projets de recherche. Et pendant très longtemps, donc, cette archéologie est une archéologie que Joël Burnouf qualifie de dérobée et d'opportuniste. On se cache presque d'annoncer qu'on fouille du moderne, puisqu'on annonce qu'on va fouiller du post-médiéval, ce qui est une jolie périphrase et qui en dit long sur la non-reconnaissance de cette période en archéologie. Alors, la législation a changé la législation a donc changé en France à la fin du siècle dernier. Et donc, on a autorisé l'État s'est autorisé à prescrire des fouilles préventives pour la période moderne et contemporaine, mais les services instructeurs des directions régionales de l'archéologie, les SRA, en fait,
n'accueille que peu ou pas d'archéologues modernistes. La plupart des modernistes sont des médiévistes qui ont éventuellement mal tourné, si je puis dire, et qui se retrouvent à fouiller des périodes plus récentes. Donc, ça a été pendant assez longtemps peu prescrit et il y a d'énormes disparités entre les régions en fonction des sensibilités des agents de l'État qui se donnent la peine ou non de se déplacer sur les chantiers et de prescrire des fouilles sur des sites modernes. Donc, la région dont je vais parler n'échappait pas à la règle, mais malgré tout, elle a connu elle a eu une chance, c'est d'avoir parmi ses serviteurs, si je puis dire, un ingénieur de recherche qui s'appelle Éric Normand et qui a, dans les années 80, repris un programme de recherche sur la céramique médiévale et moderne, donc dans cette région des Pays charentais, qui incluait, parce que le diachronique était logique pour parler du second Moyen-Âge et du XVIe, XVIIe, XVIIIe siècle, des travaux sur la céramique. Et donc, pour alimenter aussi cette thématique, eh bien, il s'est mis à prescrire sur des sites en archéologie préventive, donc des sites de les périodes modernes. Et ça a permis donc à cette région de la côte atlantique, donc au nord de Bordeaux, d'être relativement bien lotie en termes de données sur la période moderne, que ce soit des données issues d'archéologie préventive ou bien des données issues de fouilles programmées. Donc, le brouage aujourd'hui, c'est le petit... je suis passé plus vite, donc c'est le petit village c'est aujourd'hui un village, il y a très peu d'habitants, donc c'est cette place forte que vous avez ici, avec la mer au loin. Donc là, aujourd'hui, la mer est à 3 km de brouage, et donc on est sur la côte atlantique, au nord de l'estuaire de la Gironde. Donc l'estuaire est un petit peu en dessous de la carte. Donc il s'agit d'une zone qui est relativement protégée, notamment des tempêtes d'ouest, par cette grande île qui s'appelle l'île d'Oléron, qui est plutôt un lieu connu comme un lieu touristique. Donc c'est un havre en eau profonde, ce pertuis qu'on appelle le pertuis d'Antioche, qui débouchait sur ce marais de brouage, ou ce marais Saint-Onger, comme on l'appelle aujourd'hui, et qui constitue donc ce terrain d'étude. Donc c'était un secteur qui était prisé des marins, parce que la descente de la Gironde jusqu'à Bordeaux, qui est un des grands ports avec La Rochelle à l'époque médiévale et à l'époque moderne, la descente de la Gironde est compliquée, il y a beaucoup de vents de sable, il y a des très forts courants, donc ils préféraient laisser les caboteurs faire la navette avec le port de Bordeaux, et eux venaient simplement charger à l'abri de l'île d'Oléron, donc tous les navires qui venaient d'Europe du Nord, de Scandinavie, de la mer du Nord, donc, notamment de Flandre, mais aussi donc d'Angleterre. Alors, cette petite baie qui va nous intéresser, ce marais, il est localisé entre deux estuaires, la Seudre au sud, qui est plus connue aujourd'hui pour ses huîtres, c'est l'appellation Marraine-Oléron, et au nord, la Charente, avec la ville de Rochefort, dont je reparlerai, puisqu'elle a eu un impact direct sur la ville de Brouage, puisque Rochefort, créé à la fin du XVIIe siècle par Colbert, c'est le deuxième arsenal royal sur la côte atlantique après Brest. Et ça va servir, si vous voulez, d'aspirateur pour vider Brouage, qui est déjà fort envasé à la fin du XVIIe siècle. Donc, cette baie, qui était probablement complètement en eau jusqu'à la fin de la proto-histoire, n'accueille en fait aucune rivière. Il y a des petits ruisseaux, mais totalement insignifiants, ce qui fait que dans cette baie, on n'a aucun effet de chasse. L'effet de chasse, c'est le courant avec les marées qui permet d'évacuer un maximum de limon, de sédiments vers la mer, afin d'éviter que ce secteur donc ne s'envase assez rapidement. Alors, il y a plein d'études qui sont vraiment des études de sciences dures sur les marais et le pourquoi de cet envasement tardif de cette zone de la côte, d'autant plus qu'aujourd'hui, c'est une zone qui, du coup, est submersible. Donc, avec les grosses tempêtes qu'il y a eu, type Intia en 99-2000, c'est effectivement remonté en termes d'intérêt, notamment chez les politiques. Donc, il y a énormément d'argent pour travailler sur l'histoire du paysage, l'évolution du niveau de la mer, et donc aussi la manière de gérer ces marais, qui aujourd'hui sont peu utilisés, et qui, faute d'entretien, se sont avérés en fait des pièges, puisqu'ils ont retenu l'eau après les tempêtes au lieu de la laisser s'évacuer. Mais ça, c'est plutôt un problème de perte de mémoire.
Et c'est là qu'on voit aussi comment l'archéologie, quand on travaille sur l'archéologie du paysage, permet d'associer l'anthropologie et la manière dont on peut oublier dans les sociétés actuelles un certain nombre de fonctionnements qui sont liés à des territoires, on va dire, difficiles ou périphériques, comme ces marais. Alors, en Hollande, ils n'ont pas ce problème parce qu'ils vivent dessus, donc c'est d'actualité, mais pour les zones qui aujourd'hui sont des zones agricoles sur la côte atlantique, ça l'est vraiment, parce qu'il y a une déprise agricole très forte. Donc voilà, c'est un grand territoire, ce marais, 16 000 hectares, qui est parsemé de quelques petites villes calcaires. J'en ai entouré une en rouge ici, qui accueille une commune, celle d'Hyers, on en reparlera. Et les autres petites îles accueillaient beaucoup des prieurés d'abbayes, qui sont en fait plus des établissements de gestion du sel que les abbayes locales, mais même plus lointaines. On en a le Massif central et de la vallée de la Loire, avaient ici pour avoir une ressource en sel et s'alimenter en sel. Donc une zone assez recherchée par toutes ces institutions, des laïcs aussi, mais aussi des ecclésiastiques. Alors, voilà, donc on distingue ces îles par les images lidar. Alors, ce n'est pas grand-chose, mais dans un paysage totalement plat, quand vous avez une petite île calcaire qui culmine à 5-6 mètres au-dessus du relief, ça se voit tout de suite. Donc, ça donne un paysage très particulier. Vous voyez tous ces petits points un peu plus foncés ici qui correspondent à ces îles. Donc, on a dans cette zone une cartographie importante, notamment du XVIIIe siècle, comme les cartes de Claude Masse, qui là aussi permettent d'essayer de comprendre l'évolution et la dynamique de peuplement de cette zone qui aujourd'hui pose véritablement problème. Alors, dans Brouage, l'archéologie a commencé en fait grâce à des Québécois. Tout le monde connaît Brouage au Québec puisque Samuel Champlain, qui fonde Québec en 1608, part de Brouage ou est passé par Brouage. En fait, il est plutôt de La Rochelle visiblement, mais peu importe. Donc, tout le monde connaît Brouage au Québec et dans le mouvement indépendantiste québécois qui est en partie au pouvoir en ce moment, qui a fait un certain nombre de référendums. C'est là aussi comment l'archéologie peut servir la politique. On le voit très bien. Eh bien, il y a eu la volonté par les Québécois de faire une fouille à Brouage et d'essayer de mettre en lien les données coloniales, dans ce qu'on appelle l'archéologie coloniale au Canada, et celles des ports français, dont Brouage. À cette époque, il y avait strictement rien de fait, donc ils étaient toujours à fouiller leur site sans pouvoir avoir de comparaison sur le territoire de départ des colons qu'ils étudiaient. Donc ça ne s'est pas très bien passé, il y a des différences de manière de faire qui font que leur approche a été sans suite. Il y a aussi des écoles, au niveau de la culture matérielle, c'est assez flagrant, notamment quand on regarde la manière dont les lots sont étudiés par des spécialistes, alors que chez nous c'est segmenté entre un spécialiste du verre, un spécialiste des bois, un spécialiste du métal. Bon, toujours est-il que suite à cette première tentative avortée, il y a eu un projet de fouille programmée. C'est surtout celle-là dont je vais vous parler parce que c'est la plus riche, donc sur le square Champlain. Une fouille préventive suivie de 5 campagnes de fouilles programmées et puis un certain nombre d'opérations préventives qui ont suivi parce que la ville se réurbanise, le village se réurbanise, si je puis dire, parce que c'est un coin charmant avec plein d'oiseaux, plein d'échassiers, au milieu des marais, pas très loin des plages et pas très loin non plus de la ville. Donc ça devient un petit peu une zone de résidence secondaire et donc l'activité constructive est relativement aujourd'hui importante. Alors, je vais vous présenter ces résultats en 3 parties. Je vais d'abord vous expliquer pourquoi on arrive à fonder une ville neuve et comment l'histoire est quand même nécessaire pour appréhender ces éléments d'archéologie moderne et pour les comprendre. Et puis, on parlera ensuite, dans un second temps, de la réalité de la fondation avec les problèmes de gestion, notamment de l'eau, dans ce milieu très humide. Et puis, on finira pour parler, en parlant donc plus précisément de l'habitat. Donc, vous allez avoir pas mal de vues issues de fouilles. Et je ne parlerai pas du coup de théorie ou d'éléments comme vous avez eu donc, la semaine dernière ou il y a 15 jours. Je ne sais plus quand M. Bellon était là. Voilà, donc, quelles sont les origines de cette ville neuve et comment on occupe un marais, ou qu'est-ce qu'on sait de l'occupation d'un marais, notamment via l'archéologie.
Les occupations proto-historiques et antiques sont totalement étrangères aux marais. Elles sont toutes situées sur le trait de côte. Alors, ce que j'appelle le trait de côte, c'est le substrat calcaire et pas la zone marécageuse. Donc, on a notamment énormément de ce qu'on appelle des citacelles, hein, donc, avec des foyers où on chauffe des saumures pour récupérer du sel, et des installations donc, de villas antiques. Et pour des raisons qui nous échappent encore, à partir probablement de l'Antiquité, on a une sédimentation qui se fait plus vite et donc une baie qui va se combler. Alors c'est aussi normalement l'apparition entre le Haut Moyen-Âge et la fin de l'Antiquité des salines, donc par évaporation, qui vont transformer le paysage, qui vont faire de ce paysage de ce qu'on appelle un fort, c'est-à-dire probablement des zones qui sont uniquement couvertes dans le fond du marais à marée haute, hein, avec des plantes comme la salicorne, c'est-à-dire des plantes qui supportent des très forts taux de salinité et qui sont capables d'être aménagées en marais salants. Donc, on a une transformation de ce paysage qui soit profite d'un envasement, peut-être par des modifications du courant, soit au contraire, c'est l'envasement qui est provoqué par l'homme parce qu'on commence à y installer des salines. Donc là, la raison du changement de l'évolution de ce paysage est pour le moment inconnue et fait l'objet d'un programme de recherche sur du long terme, sur l'évolution de ce paysage et l'occupation de ce marais dont Mme Vaucleur a parlé tout à l'heure. Alors, Brouage, c'est donc le nom de la ville, mais c'était aussi le nom du chenal qui permettait de rentrer dans cette baie à l'époque où il s'agissait véritablement d'un havre, qui permettait d'accéder à une tour qui a un site médiéval au fond de cette baie et dont le nom était Brou et qui vient probablement donc du nom aussi qu'on appelle le brie, c'est-à-dire que c'est l'argile qu'on a dans ce fond de marais, hein, c'est une argile très pure qu'on retrouve absolument partout, une argile bleutée et qui rappelle le nom celtique la broie. Donc il y a une étymologie qui rend difficile l'utilisation des textes parce que sous Brouage, on peut avoir à la fois le nom de la ville quand elle existe ou simplement le nom du havre ou le nom du chenal. Et les textes du début de l'époque moderne, voire la fin du Moyen-Âge, ne sont pas toujours très explicites quand ils utilisent ce mot. Cette zone est en fait une zone qui, dès la fin du XVe siècle, intéresse le roi de France. On a une enquête diligentée par Louis XI dans les années 1490 qui fait part d'un projet d'aménagement du Havre. Donc, le Havre est présenté comme un lieu fréquenté par des marins, donc très mal famé. Les marins, c'est les rixes, c'est les boissons. On a des documents qui montrent qu'il y a des marins flamands ou venant d'Allemagne, une mer Baltique, qui se battent entre eux parfois. Donc voilà, c'est des choses qui sont rapportées et on se rend compte qu'il suffirait de fortifier l'entrée du chenal avec 2 tours d'artillerie, nous dit-on, pour y installer éventuellement un port avec des habitations, donc une ville, profiter des taxes que l'on ferait payer sur les chargements de sel pour rendre l'affaire particulièrement lucrative. Alors, le projet tombe à l'eau, notamment parce qu'il y a 2 villes qui s'opposent fermement, c'est Bordeaux au sud et La Rochelle au nord, donc il y a aussi un jeu de guerre commerciale entre les villes existantes et cette zone qui est plutôt une zone rurale, et les choses en restent là. Mais on voit que c'est quelque chose qui est ici en germe et qui intéresse la royauté. Il faudra donc attendre le milieu du XVIe siècle, donc dans la période la plus dynamique du XVIe siècle, c'est-à-dire on est dans une période d'optimum climatique, avec des étés particulièrement chauds et du dynamisme économique entre les années 1540 et 1560, avant le début des guerres de religion en France, pour voir le projet aboutir. Mais ce projet, ce n'est pas le roi de France, et c'est là où Brouage fait un peu tâche, si je puis dire, qui le met en place. C'est un seigneur local de petite noblesse, Jacques de Font, qui par héritage hérite de Hyères, cette fameuse île juste à côté de Brouage, donc, qui est le siège d'une paroisse. Et puis, ce seigneur, il se débrouille bien, et il est de petites conditions, mais il va arriver à faire 3 unions plutôt favorables avec des grands du royaume ou des filles de grands du royaume qui seront toujours bien notées, et desquelles il parviendra à garder une partie de l'héritage. Donc, il va pouvoir, grâce à cet héritage,
faire place nette, c'est-à-dire qu'il va lancer un gros procès contre un autre seigneur de pont, Antoine, peu importe, plus une abbesse qui est localisée à Saintes, qui avait des droits sur le port, sur le sel. Et donc, on a tout un dossier aux archives du Parlement de Bordeaux où on voit qu'en une bonne dizaine d'années, il va argumenter de ses droits de contrôler le commerce du sel, de taxer et d'implanter un port. Alors que normalement, ce sont des prérogatives royales, notamment celle d'implanter des ports, et il va gagner son procès. C'est-à-dire qu'il va évincer les autres seigneurs qui avaient des droits sur le territoire, il va faire place nette, et une fois qu'il a récupéré tous ses droits, il va pouvoir fonder sa ville. Donc on voit vraiment que c'est un projet qui a été mûri, qu'il a préparé d'abord sur le papier et judiciairement, avant de mettre la main à la pâte et se lancer donc dans la fondation en elle-même. Alors il n'est pas tout seul, parce que même s'il a fait des mariages avantageux et qui ont fait sa fortune, il va s'entourer de marchands locaux. Alors des marchands qui, à cette époque, investissent aussi dans ce qu'on appelle les fermes d'étail, donc c'est-à-dire qu'ils achètent au roi de France le droit de prélever ou de contrôler les tailles, donc qui sont des impôts, et bien sûr, au passage, ils se payent dessus. Donc c'est Jean Rollion et Étienne Guillet qui vont le soutenir et probablement financer son projet. Et donc le tout aboutit en 1555 à la fondation de Jacopolis, donc la ville de Jacques, il n'avait pas froid aux yeux. Et donc, alors, on n'a pas de documents, c'est très mal documenté, vous allez le voir. Pour cette période-là, on ne connaît que ces éléments-là par des chroniques d'historiens locaux et des chroniqueurs postérieurs, chronologiquement postérieurs. Alors, tout l'intérêt aussi de cette fondation, c'est qu'on a un intérêt privé qui va primer sur l'intérêt public. Donc, c'est un petit seigneur local qui fonde cette ville, mais ce sera aussi le talon d'Achille de cette fondation. Et on verra que dans les crises, je n'en reparlerai pas, mais je vous le dis maintenant, dans les crises des guerres de religion, le roi ne peut pas laisser cette ville qui contrôle le commerce du sel et donc des ressources financières considérables aux mains d'un seigneur local qui peut passer d'un camp à l'autre. Et donc, il finira par mettre la main sur la ville, qui deviendra une ville royale après quelques aléas sur lesquels je vais passer. Et la ville, donc, restera la ville royale. On est dans une zone protestante. La Rochelle est une grosse ville protestante. Elle est quasiment indépendante. Et donc, c'est de brouages que partira notamment le siège de La Rochelle, qui en 1628 finit par faire entrer tous les protestants dans le rang en France. Donc, voici un peu les origines, on va dire, historiques de cette ville. Voyons maintenant comment, entre histoire et archéologie, on peut faire cette navette en comparant le terrain, mais aussi ce que l'on a dans les textes. Et vous allez voir que pour le XVIe siècle, c'est loin d'être Byzance. Les textes sont parfois assez chiches. Alors, il s'agit plutôt d'une série de textes littéraires qui nous permettent, ou de chroniques qui nous permettent donc d'aborder l'histoire de cette ville neuve. On connaît donc les dates de fondation et même le nom de Jacopolis, principalement par ces chroniqueurs du centre-ouest, dont Henri Lancelot, voisin de la Peuplinière, qui publie dans les années 1570 cet extrait donc, que je vous ai mis à l'écran, et qui dit « Brouage autrefois, marais et gravier, puis bourgade et maintenant petite ville et forte, assise sur sable et pays marécageux, où à grande difficulté se prend fondement pour bâtir. » Et un deuxième extrait qui est un peu plus loin dans ses écrits, qui dit que la construction se fait à grande difficulté pour n'y avoir fondement solide et assuré, étant tout ce rivage un marais, lequel par succession de temps avait été couvert en 16 endroits de sable, cailloux et autres matières que les ourques, donc que les navires et autres navires septentrionaux qui viennent là en grande flotte pour charger le sel, décharger de leurs navires, tellement que ce lieu semble avoir été conquis sur l'eau qui par avant couvrait toute la place. Ces chroniqueurs, ce sont pas des gens du littoral, c'est plutôt des terriens. Donc c'est assez intéressant ces passages, parce qu'on y voit un peu l'état du marais en filigrane au moment où Brouage est fondé, donc une zone de marais et de gravier, que c'est particulièrement compliqué de construire sur ce type de terrain. Et on y voit aussi le rapport que cette fondation entretient avec les navires qui viennent d'Europe du Nord, d'Europe septentrionale,
puisque ces navires qui viennent charger alors, principalement du vin, mais parfois aussi du blé, principalement du sel, pardon, mais parfois aussi du blé et du vin, arrivent souvent à vide. Donc en fait, ils arrivent sur l'est. Alors, ils ramènent aussi du bois, mais ça ne doit pas être suffisamment lourd, ils ne ramènent pas assez, donc ils sont systématiquement lestés, alors soit avec des pierres de ballast, soit avec du sable. Et quand ils arrivent au Havre, ils se délestent en partie pour pouvoir charger. Alors, ils conservent un lest pour garder la stabilité du bateau, mais ils se délestent et on va voir que ces éléments délestés sont importants dans la construction à brouage. Voilà, on a un autre témoignage d'Alain Nicolas, un peu plus précoce dans les années 1562, qui mentionne que dans ce lieu sablonneux, c'est celui que vous avez en bas, fut apportée une grande quantité de terre et d'énormes rochers de fumée et de débris qui servent notamment à construire les enceintes. Et on en reparlera puisqu'on a d'autres textes où on voit qu'on utilise des haies, AIS, donc en fait des fûts qui sont probablement apportés pour la marine. On apporte beaucoup de résineux d'Europe du Nord pour faire les mâts de bateaux et qui sont récupérés pour être utilisés soit dans la construction civile, soit dans la construction militaire, donc de l'enceinte de brouage. Donc ça, c'est les données, on va dire, de la littérature, des chroniqueurs. Et au début du projet, a été lancée une série d'investigations géophysiques sur le site pour essayer de mieux comprendre le sous-sol de brouage et donc de le lier ou de le mettre en perspective avec les données précédemment vues. Donc c'est un travail qui a été mené par Vivien Maté de l'Université de La Rochelle, qui est géophysicien, et qui a donc fait toute une série de prospections électriques et électromagnétiques qu'il a comparé à des essais au pénétromètre. Alors, je ne sais pas s'il y a des choses dont vous avez entendu parler, hein, les essais au pénétromètre. Le pénétromètre, en fait, c'est une tige métallique qu'on enfonce dans le sol et qui mesure en fait les différences de résistivité. C'est-à-dire quand vous passez du sable à la vase, ça change de résistance, hein, donc c'est frappé avec la même force. Et puis quand on tombe sur le substrat calcaire, là, ça passe plus et donc on peut le remonter. Donc on voit à quelle profondeur on est, à quelle profondeur on a ces différents niveaux. Donc, dans la prospection électrique et électromagnétique que vous avez là, vous avez donc les zones qui sont faiblement conductrices. Donc le principe, je ne sais pas s'il y a des choses les prospections électriques, c'est des choses que vous avez vues, hein, donc les zones qui sont faiblement conductrices, c'est les zones que vous avez ici en vert, jaune et rouge. Et qui... bon, il veut plus. Pas grave. Donc les zones vert, jaune et rouge qui correspondent à des zones de remblai de matériaux généralement tropiques comme du sable ou des maçonneries ou de la pierre. Et puis tout ce qui est dans les teintes mauve et bleu sont des zones très conductrices, donc plutôt humides, donc on peut ces matériaux très résistants comme les pierres et correspondent vraiment à des zones de marais. Donc on voit que sous tout l'habitat et la ville de Brouage, dont vous distinguez ici l'enceinte, on est dans des zones qui, notamment par aussi les destructions des maisons, sont très résistantes, mais on voit que ces zones résistantes se poursuivent aussi à l'extérieur. Et ici, en allant vers l'île d'Hyères, qui est cette île calcaire dont j'ai parlé tout à l'heure. Et puis, tout autour, on a des zones beaucoup plus conductrices qui correspondent peut-être à des bassins à flot et ici au Havre de Brouage. Donc la principale fouille dont je vais vous parler est ici dans une zone où on a des valeurs qui sont beaucoup plus légères et qui dénotent probablement une absence de cordon lunaire dont je vais reparler. Donc la traduction, si vous voulez, l'interprétation qu'a fait Vivien Maté de ces données électromagnétiques, électriques et du pénétromètre, c'est à la fois la présence du substrat calcaire, et on voit que donc c'est ce que vous avez en trait noir. Donc là, le calcaire est affleurant, et puis le calcaire est à moins 1 mètre, 3 mètres, 5 mètres et 10 mètres, jusqu'à 20 mètres dans le Havre. Et puis sur ce calcaire, donc, vous avez le bris, cette argile typique des marais, et ce qu'on appelle donc des cordons littoraux, qui sont des formations qui se font naturellement sur la côte atlantique. Les plus connus, c'est toute la côte landaise, qui a cet immense cordon littoral de sable qui va quasiment à la frontière espagnole jusqu'à l'estuaire de la Gironde. Donc, on a différents cordons littoraux qui probablement ici ont été
aménagés par l'homme et qui donc ont reculé aussi au fur et à mesure que le marais s'envasait. Donc, les conclusions de Vivien Mathey ici, c'est de proposer que ce cordon littoral a servi effectivement de socle à la fondation de la ville. Il n'y a absolument aucune trace, et c'est confirmé par les fouilles, de débris massifs de pierre de l'Est qui auraient permis la fondation de la ville. C'était un peu la légende autour de la fondation de Brouage, cet amoncellement de pierre de l'Est, et que on a un aménagement du cordon littoral qui permet à cette ville d'être ici assise sur un marais qui, par définition, n'est pas le plus simple à aménager. Alors, une fois ce cordon aménagé ou nivelé, se pose la question de la mise en place de l'urbanisme, du plan de la ville. Et comme je vous l'ai dit, on n'a aucun texte. On sait simplement que dans ces années du milieu du XVIe siècle, on a énormément d'architectes italiens, qui sont des architectes militaires, qui sont employés par le roi de France pour fortifier diverses places fortes, notamment sur les frontières. Donc, ce sont les Italiens qui sont les plus recherchés. Donc, on a un certain nombre de noms d'architectes qui tournent dans l'ouest de la France. Orlogio, Bellarmato, Befano que vous avez, aussi Giacomo Castrito d'Urbino. On a aussi un Français, Robert de Chinon. Mais il est difficile donc de faire un lien direct entre Brouage et l'un de ces personnages qui pourtant... Alors, Brouage n'est pas la seule fondation. Les fondations au XVIe siècle sont quand même assez rares en France. Parmi celles qui se rapprochent le plus, c'est Le Havre, qui est fondé en 1517, qui a été rasé pendant la Seconde Guerre mondiale, donc il y a peu d'archéologie au Havre. Et on a aussi la présence des architectes italiens à Navarre, à la frontière espagnole. C'est chronologiquement donc la période la plus proche de la fondation de Brouage. Et on sait donc par certains voyageurs, notamment des étudiants, Thomas Plater, qui est un étudiant bâlois qui fait le tour de France, qui à la fin de ses études à Montpellier, quand il remonte en Suisse, en fait, il fait le grand tour, il longe la côte atlantique et donc il raconte tout ce qu'il voit et il passe par Brouage. Et Thomas Plater donc, nous présente une ville qu'il considère comme tirée au cordeau, avec des rues en ligne droite, des alignements de façades sur les maisons, qui est à peu près l'image que l'on a de la ville aujourd'hui, c'est-à-dire une ville qui tranche avec les villes médiévales qu'il a pu connaître, aux rues plus tortueuses, sinueuses, avec des façades de maisons qui parfois ne sont pas alignées et qui ébordent, ou au contraire, sont en retrait les unes par rapport aux autres. Donc, on a ces témoignages encore de la littérature qui nous permettent de mettre en perspective ce que l'on sait donc de cet ensemble et donc les récits du XVIe siècle. Alors, pour le parcellaire et la mise en place de ce parcellaire, les données de fouilles sont assez claires. On a vraiment un module qui se dessine de manière très nette, et malgré les nombreuses reconstructions qui sont liées à la vie de la ville, évolution du parcellaire, destruction, mise en jardin ou au contraire lotissement des cœurs d'îlots, on a des parcelles qui font en gros 7-8 mètres de large alors ça fait... généralement, c'est précisé en pied parce qu'on a des baux, on a quelques textes dans les épaves de chartriers notariés de la fin du XVIe siècle. Donc, quand quelqu'un vient s'installer à Brouage, il passe un bail devant le notaire et on a les mentions les mesures donc, de la parcelle qu'il loue ou qu'il achète pour s'installer. Donc, on a des parcelles qui font 25 pieds de large, donc environ 7-8 mètres, sur 50 pieds donc, de profondeur, soit 17-18 mètres. Et ça correspond aux mesures que l'on a pu faire sur la fouille. Alors, c'est jamais exactement juste parce qu'on se rend compte, y compris dans les baux, que quand vous avez deux murs qui font 60 cm sur une parcelle qui fait 8 mètres ou 7-8 mètres de large, vous avez vite perdu 1,50 m de la largeur de votre parcelle. Et donc, on voit que c'est tout un combat de savoir si on va faire le mur chez soi, chez le voisin ou à cheval sur les deux propriétés pour éviter de perdre trop de place. C'est exactement les mêmes problèmes que vous avez en mitoyenneté, savoir si le mur vous appartient, qui doit payer les réparations quand ça tombe. Donc ça va changer.
Donc, généralement, aujourd'hui, vous êtes obligé d'avoir vos propres murs sur votre maison pour éviter ces problèmes de voisinage. Donc, on a vraiment quelque chose de bien construit, un plan préétabli qui montre que ce n'est pas une urbanisation à la sauvage qui est en place sur ce lieu. Le principal problème rencontré pour l'urbanisation du site, c'est le combat, si je puis dire, contre l'eau. L'ennemi, c'est l'eau, l'ennemi en trop, donc l'eau en trop, à la fois l'eau de mer et l'eau douce. L'eau de mer lors des submersions, des tempêtes, et l'eau douce parce que trop d'eau de pluie reste souvent coincée à l'intérieur donc de ces murs. Alors, on a pu y goûter lors des fouilles, puisque on fouillait en été et les années sèches, on arrivait à descendre suffisamment bas en condamnant un secteur qui servait de puisard pour pomper. On arrivait donc à fourrer à sec les zones les plus humides, mais au moindre orage, à la moindre pluie estivale, on se retrouvait avec l'eau qui stagnait et qui ne s'évacuait pas. Ceci dit, c'était un vrai plaisir de fouiller sur ce type de site parce que fouiller dans des zones humides, vous avez la chance de mettre la main sur des matériaux périssables qu'on a rarement la chance d'avoir et c'est vraiment c'est le plus sympa. C'est vraiment notre pain blanc. Je le considère comme ça. En plus, quand on est au milieu des marais, on a parfois des visites des chassiers qui viennent sur le site. On est nous un peu perdus, mais ça fait partie du paysage. Alors, l'eau, c'est un double problème. Il y en a à la fois trop et en même temps pas assez, puisque l'alimentation en eau douce est chaotique. On a des grosses citernes installées dans la ville qui sont connues, des citernes de 30 à 100 000 litres, donc c'est vraiment des grosses citernes qui sont alimentées par des canalisations dont on a mention au début du XVIIe siècle, mais qui visiblement ne suffisent pas. Donc, ces canalisations, même si elles sont doublées, même si on installe des fontaines, ne permettent pas à la population donc, de subvenir à ses besoins en eau douce. Et le marais est encore un marais d'eau salée, puisqu'il alimente des salines. Donc, il y a un vrai problème autour de l'eau douce, ou du moins l'eau est vraiment trop saumâtre pour être consommée. Mais pourtant, vous le verrez, on a des puits, donc ça pose aussi ça pose des questions. Donc, il y a les collègues paléo-environnementalistes qui à la fois travaillent sur la faune et sur la flore. On a attention particulière justement au changement d'espèces, puisque en fonction du milieu, vous avez des espèces qui supportent plus ou moins la salinité qui apparaissent ou disparaissent pour savoir comment on gère cette eau saumâtre dans ces marais. On a besoin d'eau de mer pour les salines, mais on a besoin d'eau douce aussi pour la ville. Donc, on construit des citernes jusqu'au XVIIIe siècle, des citernes individuelles comme celles que vous avez en bas à gauche et qui sont là probablement pour récupérer le fluvial et essayer de garder au niveau de chaque maison un minimum d'eau potable que l'on gère soi-même. Alors, l'autre moyen de gérer cette eau, c'est le relief. Alors, le relief dans un marais, ça peut toujours faire sourire, mais à Brouage, la rue centrale que vous avez ici sur le plan du XVIIIe siècle, qu'on voit déjà sur le premier plan, plan vue cavalière qui est conservé à Londres au Public Record Office, est légèrement plus haute, ça joue à quelques dizaines de centimètres, et du coup, elle permet de chasser vers les courtines nord et sud le pluvial, et dans les courtines, en fait, vous avez des dégueuloirs, donc un système qui permet d'évacuer l'eau vers le marais. Donc, il y a déjà une évacuation qui se fait par gravité de l'eau, principalement ici de l'eau de pluie, vers l'extérieur. Et puis, si on regarde le plan du Record d'Office, on voit donc... Non, il ne veut pas. Je ne sais pas si vous voyez bien, on voit ici ces petits ronds. Alors, pour voir sur parallèle, en fait, c'est des joncs ou des roseaux qui sont dessinés ici sur ce plan. Et puis, on a les mêmes formes de rien ici qui correspondent donc à...
je vais zoomer, voilà, qui correspondent donc à ce qu'on a appelé des mares et qu'on a pu retrouver en fouille. Donc, on a au début de l'urbanisation, notamment dans le cœur des îlots, des zones qui sont condamnées et qui servent à drainer le reste des terrains. Donc, à quoi ça ressemble? Alors là, on n'a pu fouiller qu'une seule partie de ces zones basses. Alors, c'est très organique, hein. Normalement, c'est du sable, mais il est noir à cause de la végétation qui s'est accumulée, des niveaux organiques qui se sont accumulés. Mais on a un drain, ici, c'est simplement des tuiles canal qui sont posées sur le dos, qui en pente douce donc entraînent l'eau vers cette zone basse, hein. C'est exactement ce que vous retrouvez ici sur ce petit dessin. Et donc, vous avez le cœur des îlots qui est quasiment condamné, qui est inutilisable pendant un certain temps et qui sert à assécher, à drainer les terrains environnants. Donc là, c'est vraiment de manière concrète, lors des premières décennies d'installation, les choix qui ont été faits pour rendre viable un maximum de terrain sur la ville. Donc, on retrouve ce type d'aménagement aux périodes postérieures. Donc, vous avez sur la gauche, ça va, merci. Donc, on retrouve des venelles qui desservent le cœur des îlots. Vous avez des cours avec notamment des ateliers artisanaux. Et donc, soit ils sont dotés de ce qu'on appelle des calades, donc c'est ces sols en galets qui correspondent vraiment à des extérieurs avec un caniveau central, ou bien vous avez, c'est la même rue, mais là on est au 18e et à gauche on est au 17e, eh bien vous avez ici ces systèmes de caniveaux creusés dans des blocs calcaires et qui évacuent l'eau vers la rue. Alors donc, soit l'évacuer vers la rue, soit dans cette grande cour. Donc on voit très bien ici le caniveau qui fait un angle et qui arrive ici dans un dégueuloir qui traverse le mur et qui rejoint la zone très humide que je vous ai montré tout à l'heure. Donc on voit qu'on a les deux solutions. On évacue l'eau vers l'intérieur ou vers l'extérieur, mais on essaye de l'évacuer des zones dans lesquelles on vit et dans lesquelles on veut essayer d'avoir les pieds au sec. Alors, un autre point que l'on a pu voir en fouille, c'est un apport régulier et massif de remblais. Alors, on trouve de tout, du sable, de l'argile, des matériaux de démolition qui servent à surhausser les niveaux de circulation de manière à les mettre le plus vite hors d'eau. Donc, c'est vraiment des niveaux importants, hein. Vous avez un apport parfois de 10, 15, 20 cm et puis on voit que ça revient régulièrement jusqu'à ce qu'on soit suffisamment haut et ensuite l'occupation se fait de manière plus naturelle. Et c'est quelque chose que l'on retrouve en fait comme obligation pour les gens qui habitent à Brouage. On a un texte de la fin du XVIe siècle qui, dans les années 1573, nous parle d'un locataire d'une maison à planches. Alors, c'est une maison à planches, donc une maison en bois, qui est sur la Grande Rue, hein, donc l'axe principal que je vous ai montré tout à l'heure, et qui doit ramener devant sa boutique, donc pas dans ses terrains, mais sur la rue donc, qui est devant chez lui, de la terre, du sable et des cailloux pour mettre la rue à bonne hauteur. Sous-entendu, pour rehausser le sol et éviter que ce soit trop humide ou trop envahi par l'eau. Donc on voit que c'est une gestion directe des habitants, y compris sur l'espace public, qui participe à l'exhaussement du sol pour le mettre hors d'eau. Donc une fondation qui est compliquée à gérer. Les premières tempêtes emmènent pas mal de maisons dans les années 1566. On a une halle, une salle du jeu de paume, pourtant construite en chêne, qui subissent et qui s'effondrent lors des premières tempêtes. Donc c'est quelque chose d'assez délicat. Et donc on va voir maintenant comment concrètement s'organisent ces maisons, comment on vit à Brouage, principalement au XVIIe siècle, vous allez le voir, et quelles sont donc l'organisation et la morphologie de ces maisons urbaines à l'époque moderne. Alors, toutes les opérations à Brouage ont montré qu'on avait une occupation très dense, donc c'est vraiment occupé partout, et on a un besoin de place qui va être croissant avec le développement du port et qui va donc générer une très grande densité d'habitat sur toutes les parties de la ville qui ont pu être sondées aujourd'hui. La difficulté
pour construire dans les marais, c'est que le milieu n'offre pas beaucoup de matériaux à disposition. À disposition, qu'est-ce qu'il y a? Du sable, on l'a dit, des cordons dunaires, mais c'est un sable qui est très chargé en sel, donc même pour faire de la chaux, il n'est pas très efficace, il n'est pas de très bonne qualité. Et de l'argile, ce bris, mais une argile très très pure, et qui du coup, pour la construction notamment en terre crue, ne peut pas être utilisée telle qu'elle. C'est-à-dire qu'il faut vraiment la mélanger, la travailler avec du dégraissant. Hein. Si on vient d'une terminologie de céramique, donc on va rajouter des matières végétales, des cailloux pour rendre cette argile travaillable et utilisable. Alors, la terre crue, malgré tout, on a quelques traces d'architecture en terre crue à brouage. C'est assez discret, alors que c'est une architecture qui, dans l'architecture traditionnelle des marais, notamment plus au nord, marais vendéen et marais breton, est utilisée. Hein, donc, les maisons qu'on appelle les bourrines, c'est uniquement des murs en terre crue massifs, il n'y a pas de bois. Le bois, c'est pour la charpente. Hein, on monte des murs en terre crue, on les chaule pour les protéger de la pluie et ça tient très bien. C'est posé à même le sol, sans même une fondation de pierre pour isoler la terre du sol et du sol. Ça a été quand même assez surprenant de ne pas avoir de traces flagrantes de cette technique d'embrouage. Les seules traces d'utilisation de la terre crue sont des traces d'utilisation donc de terre, mais comme le liant, ça remplace la chaux, et aussi donc de parements de terre crue, comme vous l'avez, pour me croire sur parole, c'est la terre qui est rouge, hein, qui sert de parement ici à cette fondation. Donc, on a une base en pierre et en terre crue, un trou de poteau au centre, donc on a une élévation à probablement pans de bois, et donc un step du torchis qui venait remplir ces pans de bois. Donc, c'est quelque chose de relativement discret, alors que c'est un matériau qui est très présent donc, sur le site. L'architecture aujourd'hui à Brouage est principalement une architecture de pierre. C'est la vision patrimoniale que l'on a et en parallèle à cette fouille a aussi été fait un inventaire des maisons qui subsistent encore dans la ville, qui sont principalement des maisons du XVIIe et du XVIIIe siècle pour celles qui ont vraiment fait l'objet d'une étude approfondie. Donc il y a une base de données à disposition qui va faire l'objet d'un inventaire et normalement d'une publication. Donc cette pierre, dans l'ouest de la France, la pierre locale, c'est une pierre blanche, c'est du calcaire, un calcaire tendre. Mais ce que tous les brouagers savent, quand ils se promènent dans les rues, c'est que les murs associent ces calcaires locaux à des pierres qui sont complètement exogènes, qu'ils appellent les pierres de l'Est. Alors, ce n'est pas forcément très parlant sur les photos parce que les pierres ne sont pas très propres, mais il faut me croire sur parole. Donc, vous avez des pierres qui sont jaunes, rouges, noires, avec des formes très lisses comme celle-ci. Vous avez même quelques murs où on a un parement en pierre de l'Est et l'autre parement en calcaire. Donc, ces pierres de l'Est, ces pierres exogènes, sont les fameuses pierres de ballast dont j'ai parlé tout à l'heure. Il s'agit de roches métamorphiques, des granites, des gneiss, des schistes, des larkivites, des choses qui n'ont strictement rien à faire sur le littoral atlantique, ou du moins à ce niveau-là. En Bretagne, ce serait autre chose, mais là, on n'est pas en Bretagne. Donc, il y a une thèse qui a été faite à l'Université de La Rochelle sur certaines de ces pierres qu'on appelle les larkivites, qui sont encore aujourd'hui utilisées dans la construction en Norvège, et qui a donc pu déterminer que ces larkivites qu'on trouve en Irlande du Nord, en Cornouailles, mais aussi dans le sud de la Norvège, provenaient probablement pour beaucoup de la zone de Tønsberg, qui est un port donc au sud de la Norvège, et qui ont été donc ensuite réutilisés à Brouage dans la construction. Alors, vous l'avez vu, on les utilise un peu partout et n'importe où dans les murs, mais on a aussi des utilisations préférentielles, notamment dans les âtres de cheminée. C'est des pierres qui vont mieux résister au feu que les calcaires, donc on va les utiliser parfois pour le sol de la cheminée ou bien pour le mur de fond de la cheminée, comme vous l'avez ici sur l'image donc à gauche. Et puis les deux pieds droits, ça c'en est un autre, qui eux peuvent être un peu travaillés et décorés. Eux sont faits en calcaire, parce qu'aller tailler du granit, quand on a l'habitude de tailler du calcaire, c'est pas tout à fait la même chose.
Et les artisans locaux ont préféré rester sur des pierres qu'ils maîtrisaient et pas sur des choses trop nouvelles pour eux. Donc, on a vraiment ces blocs très utilisés qui sont donc des blocs principalement présents dans les architectures du XVIe et XVIIe siècle. On les trouvera beaucoup moins au XVIIIe siècle, mais c'est aussi une période où le sel de bois se vend beaucoup moins. Et donc, il y a peut-être aussi moins de venues de bateaux du nord de l'Europe qui viennent charger. Sinon, les calcaires locaux sont aussi des calcaires qui sont importés, puisque le calcaire des îles du Marais sont des calcaires de piètre qualité. Donc, on les utilise, mais on va préférer aller se servir dans des carrières qui sont notamment dans la vallée de la Charente, qui fournissent des très beaux calcaires qu'on retrouve dans l'architecture médiévale et moderne des villes comme La Rochelle ou toutes les églises saint-Ongèse. Et on a préféré, pour des questions de coût, utiliser les calcaires qui sont sur la Charente, donc cette rivière qui dessert l'intérieur du pays, puisqu'on a un transport qui se fait par voie fluviale, ce qui permet d'alléger considérablement les coûts. L'accès au marais avec des matériaux pondéreux est quasiment impossible, puisqu'on a des terrains qui sont, à part en été, relativement secs et praticables, mais sinon qui sont très vite humides, dans lesquels on ne peut pas imaginer des charrettes avec de la pierre notamment. Donc, principalement, des pierres qui arrivent par voie fluviale. Et donc là, on a principalement des données qui viennent des archives. On a beaucoup de contrats notariés qui témoignent donc de l'arrivée à Brouage au XVIIe et XVIIIe siècle de ces carrières-là où on achète des belles pierres de taille. Les textes sont sans équivoque. Alors, les matériaux ont tellement de valeur que la récupération est très présente. Donc, dès qu'on loue ou on vend une parcelle avec une maison qui est en partie en ruine, on a l'obligation de réutiliser les matériaux de récupération et ensuite éventuellement d'aller en chercher d'autres. Alors, ce n'est pas seulement les particuliers qui cherchent à faire des économies, mais même le gouverneur de Brouage, qui est un grand noble qui relève directement du roi, lorsqu'il travaille sur les remparts, lorsqu'il entretient les remparts, demande aux tailleurs de pierre et aux maçons qui en profitent pour dévaser le port, de récupérer toutes les pierres et donc les carreaux, c'est les termes qu'ils emploient, qui sont dans les vases du port pour les réutiliser pour les remparts. Donc c'est vraiment une utilisation au maximum des matériaux qui sont absents du site pour entretenir donc la construction. Alors, l'intérêt de la fouille de Brouage, c'est aussi d'avoir, dans les niveaux humides, pu pister l'utilisation du bois dans cette architecture, mais aussi de travailler donc sur les circuits d'approvisionnement en bois qui vous allez pouvoir vous en rendre compte, dépasse largement le cadre local. Alors, il faut savoir qu'on est quand même au-dessus du niveau de la mer. Lorsque les fouilles commencent, on est généralement entre 3,50 m et 4 mètres au-dessus du niveau de la mer. Donc, en France, on appelle ça le NGF. Il y a un marégraphe à Brest et un autre à Marseille qui donne une cote qui correspond aux mortes eaux, donc en dehors des marées hautes et des marées basses. Et puis, la mer monte à 1, 2 ou 3 mètres en fonction des puissances des marées. Donc, vous avez dans les terrains qu'on a fouillés des zones qui sont, on va dire, constamment hors d'eau, y compris à marée haute. Et puis, plus on descend, donc c'est aux alentours de la côte 1,90 m, 2 mètres, on a suffisamment régulièrement de l'eau, amenée notamment par la marée, pour que les bois soient conservés. Donc, tous les bois sont conservés à la même altitude. Dès qu'on remonte dans les niveaux les plus récents, il n'y a plus de bois. Et dès qu'on descend, ils sont de mieux en mieux conservés. Donc, en fait, les bois les mieux conservés sont les plus anciens. Et malheureusement, pour les périodes récentes, la plupart du temps, il n'y a rien. Sauf qu'on installe, on va le voir, des structures cuvelées qui traversent toute la stratigraphie. Donc, ces bois, on les a d'abord trouvés dans des dépotoirs qui comblent notamment cette mare dont je vous ai parlé tout à l'heure. Donc, on a toutes sortes de bois, des restes de meubles, il y a un couvercle de tonneau que vous avez ici sur la photo, énormément de branchages, des douelles de tonneaux. Donc, les douelles, c'est les planchettes de chêne qui servent à confectionner les fûts. Et puis, énormément de planches, parfois de grande taille. Celle-ci faisait plus de 2,80 m et encore, elle continuait hors emprise de fouille, donc on n'a pas pu la dégager complètement.
Donc, énormément de bois abandonné là, qui témoignent donc de l'usage du bois dans la construction à brouage. Alors, ces bois, ce sont principalement des bois locaux, c'est ce qu'on trouve beaucoup dans les textes. C'est ceux qui ont servi à asseoir les remparts de la ville, donc un système de pieux avec des radeaux de bois sur lesquels on posait les maçonneries pour permettre d'avoir une stabilité. Et puis, bien sûr, aussi pour les tonneaux et un peu pour la construction. Mais en fouille, la xylologue qui a travaillé avec nous, et en fait, elle nous a bien dit que c'était les bois les moins présents de ceux que l'on a pu retrouver. Et puis, énormément donc de résineux. Alors, la détermination des résineux est un peu compliquée pour les xylologues parce qu'il y a pas mal d'espèces qui se ressemblent, mais ils ont pu déterminer la présence donc d'épicéas, de sapins et de pins. Alors, le pin peut être d'origine locale. En revanche, épicéas et sapins, soit c'est des importations des Pyrénées ou du Massif central, soit c'est ces fameux bois septentrionaux donc, que l'on voit arriver dans les bateaux qui proviennent d'Europe du Nord. Donc, il y a une vraie concurrence entre ces essences. Il faut savoir que les forêts locales ont été surexploitées, notamment pour la fabrication des fûts, puisque la zone de La Rochelle et de Bordeaux exportent énormément de vin. Et donc, les forêts de chêne sont dans un piteux état. Donc, le chêne coûte excessivement cher et il est peut-être du coup pas trop surprenant que l'on se soit rabattu sur des résineux pour construire. Alors là encore, en confrontant les textes et les résultats de la fouille, on se rend compte, notamment dans les textes, qu'on utilise des bois qui sont amenés pour faire des bateaux et on réutilise donc dans la construction soit des maisons, soit des meubles, soit de l'enceinte de la ville dans une phase où elle est faite de bois et de terre. Et puis, on voit aussi que les ébénistes utilisent ces bois qui viennent du nord de l'Europe. On a un beau texte de la fin du XVIe, un certain René Girard, qui travaille avec ce qu'on appelle des bords de Flandre, donc qui sont probablement des planches, alors qu'on appelle de Flandre, mais qui passent par l'intermédiaire de marchands flamands avant d'arriver dans les ports de l'Ouest Atlantique, mais qui sont probablement des bois qui viennent d'au-delà. C'est une appellation qu'on a déjà dans les textes médiévaux, par exemple pour les lambris du château de Vincennes. Et en fait, les études d'androprovenance qui ont été faites sur ce bois montrent qu'on a des bois qui viennent de la Baltique, probablement d'Estonie ou du nord de la Pologne, qui sont des bois d'une très grande qualité. Donc, ceux-là, on ne sait pas très bien d'où ils viennent, mais ce lien aux Flandres est très marqué, puisqu'on sait que René Girard, qui utilise ses bords de Flandre pour travailler des meubles, travaille aussi beaucoup avec des menuisiers flamands installés à Brouage. Donc, vous avez les noms là. Alors, je suis désolé, je ne parle pas du tout flamand, donc pour la prononciation, ce n'est pas moi qui pourrais vous pouvez me reprendre. Pieterson, Gewart, Adrien Soctart, et puis Jacques de Vries, qui a déjà un nom qui a été francisé, mais qui était lui aussi flamand. Donc, on le voit, double utilisation de ces essences qui sont présentes donc, sur le site. Et puis, donc, beaucoup plus rapidement, les terres cuites sont... localement, on a de quoi fournir la ville en terre cuite et en chaux. Il y a énormément donc, de fours à chaux et d'argile qui permettent donc cette production. Il reste d'ailleurs sur le promontoire de Brou beaucoup de ces sites qui ont fait l'objet d'un inventaire lors des travaux sur le Marais et qui témoignent donc de ces productions. Mais le chantier est tellement important qu'on importe donc notamment des terres cuites de la région bordelaise du Libournais, encore une fois par mer, montrant comment un chantier peut parfois bousculer des circuits commerciaux quand il dépasse les capacités de production locales. Alors, je voulais aussi faire un clin d'œil puisqu'on a l'utilisation des coquillages dans la construction. Donc, de coquillages. Donc, on a trouvé en fouille notamment des coquilles de coque qui, vous voyez, sur leur face externe sont tout à fait propres et qui sont gavées de mortier sur la face interne et qui montrent probablement plutôt l'utilisation de ces coquillages en décor, type décor de rocaille, comme on a dans ces fameuses grottes des jardins du 17-18e siècle. On en a à Versailles, on a une grotte dans le jardin du gouverneur qui est la parcelle, l'îlot à côté de l'îlot où on a fouillé.
Donc, il est fort probable que, de manière beaucoup plus modeste, certaines maisons de bois âgées pouvaient avoir ces décors donc, de mosaïques de coquillages. J'en avais des extraordinaires à Potsdam, à côté de Berlin. Alors, je sais bien, ce n'est pas ici, mais à côté du Sanssouci, c'est vraiment magnifique. C'est particulier, hein, mais c'est quelque chose qui est très utilisé et qu'on trouve déjà en local à l'époque antique. Donc, utilisation des coquillages. Alors, il faut savoir que les coquillages sont très présents sur le site. À la fois, ils sont consommés et ils sont tellement présents qu'on utilise aussi les huîtres dans les sols comme remblai mélangé à de la chaux, hein, pour constituer des sols, notamment d'intérieur de maison. Donc, c'est d'ailleurs en mobilier ce que le site a plus fourni. Et Catherine Dupont, qui est la malacologue qui travaille sur notre site, a pu être confrontée à des problèmes de masse. Hein. Habituellement, elle travaille sur des sites du Mésolithique, donc avec des parures de coquillages, donc souvent des corpus réduits à quelques centaines de pièces. Et du coup, elle a dû se mettre à l'échantillonnage pour aborder ces corpus d'origine moderne. Mais je crois que ces questions d'échantillonnage, Alban-Henri, on en a déjà un petit peu parlé, face à la masse de ces dépotoirs à Lyon. C'est aussi un des problèmes. On a l'habitude d'avoir une approche comptable et statistique lorsqu'on fait travail sur du mobilier. Et il y a un moment, sur l'époque moderne, il faut arriver à faire un tri de manière cohérente pour traiter ces corpus et arriver à les faire parler, sans quoi même les institutions refusent de nous suivre quand on présente des devis vu la taille des corpus. Donc, ça fait partie du quotidien donc, de ces corpus modernes. Alors, l'utilisation de ces matériaux dans la construction, elle est aussi assez symptomatique. Lorsqu'on repère donc, et lorsqu'on a pu fouiller des murs jusqu'à leur base dans les années sèches, on se rend compte qu'on a posé ces murs sur le bris, donc sur cette argile, et qu'on a ensuite remblayé avec du sable. Donc, vous voyez, ce sont des murs qui sont faits sans débord de fondation, hein, c'est tout droit. Par contre, la première assise de la fondation, eh bien, on a mis de manière préférentielle des pierres de l'Est qui éventuellement pouvaient donc mieux supporter le contact avec l'eau de mer. Et puis, toute l'élévation, qui n'est pas très soignée ici, est faite en matériaux locaux, donc en calcaire. Donc, on a des pierres qui sont montées avec du mortier ou bien à la terre crue. Alors, la terre crue, avec l'eau, elle a été lessivée, donc ce n'est pas toujours simple à déterminer. Et parfois, on a tendance à la confondre avec des murs en pierre sèche qui sont aussi présents et mentionnés par les textes. Donc, on adapte vraiment les méthodes de construction au choix et aux disponibilités, aux moyens financiers du propriétaire. Là, les murs en terre sèche peuvent être pour des murs mitoyens, ici plutôt pour des murs de terrasse. Et au fur et à mesure, c'est quand même les mortiers de chaux qui vont dominer. Même si dans l'architecture des maisons paysannes, jusqu'au 19e siècle, ce qu'on utilise, c'est l'argile. Hein, c'est ce qu'il y a de plus fréquent et de moins cher. Donc là aussi, le va-et-vient avec des études patrimoniales, hein, sur l'architecture existante est très significative et permet aussi de voir quelle est la projection sociale que l'on fait par rapport à ces matériaux. La terre crue est très dévalorisée, elle est considérée comme les matériaux des pauvres. Même si à l'époque médiévale, il y a certaines régions où vous avez des résidences élitaires qui sont en terre crue, recouvertes d'enduit et peintes. Il n'empêche qu'avec le temps, la terre crue est vraiment stigmatisée et donc elle ne restera que chez les populations, les constructions des populations les plus modestes. Alors, les utilisations du bois sont plus difficiles à appréhender parce que ces bois ne sont pas toujours très bien conservés. On a ici un exemple de sablière basse. Donc la sablière basse, c'est la pièce de bois horizontale sur laquelle vous allez planter des poteaux dans une construction à pans de bois, dans une maison à colombage. Donc on a ici une sablière basse en résineux. Alors c'est celle-ci, hein, sur le plan. Donc vous voyez en fait qu'elle s'inscrit comme un mur de cloison, un mur de façade à l'intérieur d'une construction en pierre. Et dans les constructions à pans de bois médiévales, il est très fréquent d'avoir la façade sur rue qui est à pans de bois, alors que les trois autres murs, qui sont les murs mitoyens et les murs sur cour, qui sont en pierre. Donc là aussi, le rapport qu'on a avec les matériaux et la valeur du bois n'est pas du tout, la valeur qu'on accorde au bois n'est pas du tout la même qu'aujourd'hui. Où le bois, alors, en France notamment, ce n'est pas le cas dans les pays scandinaves ou en Allemagne,
le bois est dévalorisé. On a l'expression qui dit on investit dans la pierre, on construit en dur. Ça évoque avant tout la maçonnerie. Il est clair que, au moins à l'époque médiévale et au début de l'époque moderne, le bois conserve une certaine valeur, hein. Ça se montre. On ne cache pas le bois. On a même des façades en bois qui viennent cacher des façades en pierre, hein, dans certaines maisons médiévales. Donc là aussi, il faut arriver à faire une distance avec nos propres préjugés et la valeur que l'on accorde aujourd'hui donc à ces constructions en bois ou à pans de bois. Donc là, on a un système avec des poteaux, hein, dont il en restait 2. Alors, très abîmés, on est près de la côte où les bois commencent à disparaître. Système de tonneaux et de mortaise qui fonctionne avec ici un espèce de seuil décalé qui est assez bizarre, je dois l'avouer, dans lequel probablement venait s'encastrer la Yann Encoff, on ne la voit pas très bien, la sablière basse, hein, donc cette poutre horizontale, et puis vous avez ce tronc circulaire qui est soit ce qu'on appelle une crapaudine, hein, c'est-à-dire c'est l'axe sur lequel la porte peut tourner, avant qu'on mette des gonds comme vous avez probablement ici, mais ils sont de l'autre côté, hein, donc les gonds sur lesquels pivotent vos fenêtres et vos portes. Alors normalement, une crapaudine, c'est bien usé, mais là, ça ne l'est pas, donc bon, tout n'est pas toujours très simple. Et puis, on retrouve aussi la trace du bois, même s'il a disparu, grâce à la présence de ces dés de pierre, hein, qui servaient en fait à poser les poteaux de bois qui supportaient donc les murs. Alors, je vous ai mis un exemple d'une halle, hein, où là, les dés sont un peu plus, c'est plus que des dés, c'est quasiment des petits piliers. C'est quelque chose qui est donc assez fréquent et qui rehausse ainsi la construction pour la mettre hors d'eau. Donc, on les a, ils forment des alignements, même si malheureusement, on n'est pas en mesure donc aujourd'hui de refournir des plans de bâtiments associés à ces dés de pierre. Donc, la présence de ces pierres sous ces bois, il n'y a pas que les dés que je vous ai montrés, hein, qui sont des belles pierres de taille bien équarries. Vous avez aussi dans les parois de planches dont je vais reparler, qui servent un peu à contingenter ces zones humides, eh bien, ces pierres qui servent à asseoir les petits pieux qui tiennent ces parois planchéiées. Donc là, vous avez une belle pierre de l'Est, elle est bien noire, celle-là on la voit bien, avec un des rares poteaux de chêne qu'on a trouvé sur le site. Et puis même dans certains cas, quand c'est dans le niveau trop organique, eh bien, ces pierres sont elles-mêmes posées sur des radeaux de bois qui permettent d'augmenter un peu, c'est le principe des raquettes quand on marche dans la neige poudreuse, hein, d'augmenter la portance pour éviter que le tout s'enfonce. Malheureusement, voilà, on n'a fouillé qu'un quart de cette mare, donc il est difficile d'associer ça à des formes de structures bien comprises. Alors, les seuls éléments qui sont bien clairs, c'est la constitution de parois planchéiées qui constituent des caissons en bois. Ces grandes zones humides, en fait, on a fini par rogner dessus parce qu'on avait besoin de place pour avoir des terrains viables et des terrains à l'eau de tir. Donc, de cette grande mare qui à l'origine était informe, on est passé à des systèmes de puisards, hein, de zones cantonnées par des parois de planches, à l'extérieur duquel on mettait des remblais de pierre comme ici. Et donc, à l'intérieur de ces caissons de bois, on avait l'eau qui s'accumulait, qui drainait les terrains extérieurs sur lesquels on pouvait construire. Donc, ça avait vraiment une fonction ici de puisard. Hein, et c'est un système de construction qu'on a pu retrouver dans un certain nombre de fouilles en zone portuaire. Alors, généralement, c'est avec des pièces de chêne d'une autre taille que celle-ci, mais les fouilles des quais, par exemple, à Londres, ont montré pour la même période ce type de structure, avec d'énormes pieux de chêne qui stabilisent toutes les berges de la Tamise et qui permettaient aux bateaux d'accoster. Donc ici, c'est le même principe à échelle plus réduite pour des particuliers qui géraient ainsi leurs zones humides. Les sols revêtent une importance particulière parce que c'est souvent eux qui nous permettent de statuer sur le fait qu'on soit en intérieur ou en extérieur dans ces bâtiments. Donc le traitement apporté au sol. Les intérieurs de maisons, pour les périodes anciennes, et ça on ne le trouve pas dans les maisons qui sont encore en élévation parce qu'elles sont encore habitées, donc on a des dalles de béton qui ont fait sauter ces éléments-là. On va avoir soit des sols en terre battue, qui pour la plupart du temps sont rechargés très régulièrement, donc c'est un vrai millefeuille à fouiller
mais c'est aussi là-dedans qu'on peut séquencer le mobilier et suivre l'évolution donc de l'habitat, hein, le phasage entre tous ces sols et les différentes évolutions du bâti tout autour. Soit elles sont en chaux et qui donnent un aspect beaucoup plus propre. Alors, c'est jamais plan, hein, c'est toujours, ça finit toujours par s'affaisser, mais ces sols de chaux sont vraiment systématiquement présents dans les intérieurs. Alors, il y a quelques cas où, sur ces sols en terre battue, on a eu ces séries de tranchées parallèles peu profondes qui accueillaient probablement du bois. Alors, c'est un peu large pour faire des lambourdes de plancher, mais ça a été proposé par Karine Robin qui a fouillé sur cette partie du site. Mais ça pourrait aussi correspondre à des petits cloisonnements dans des pièces pour des rangements. Mais on pourrait avoir ici la crasse donc, de plancher. Et puis, on a des sols de cailloutis calcaires qui peuvent être mixtes, autant en intérieur qu'en extérieur. Donc, c'est vraiment du calcaire pilé mélangé à de la terre. Et puis, dans les cours et dans les venelles, comme je vous l'ai montré, eh bien, on est capable d'aménager des beaux sols en galets avec des éléments presque décoratifs, puisque vous avez des motifs au sol faits avec ces petits galets qui peuvent dessiner des arcs de cercle. Donc, celui du dessus, là, n'est pas le plus beau, mais celui du dessous est parfaitement monté et recouvre toute une cour à l'intérieur d'un îlot et correspond vraiment à une zone de travail et donc une zone d'activité d'une grande maison à brouage. Alors, ces maisons, on arrive à les suivre dans le long terme et on se rend compte qu'avec le carcan des parcelles, probablement l'obligation d'aligner les façades, les habitants et les architectes qui ont pu travailler avec eux n'avaient pas beaucoup loisirs, avaient peu de loisirs pour laisser place à un petit peu d'excentricité ou d'originalité. Toutes les maisons sont sur ce qui a été, suivre le modèle qui donc a été imposé au début donc, de la mise en place de l'urbanisme. Donc on n'a pas de modèle type dans le sens où on a peu de plans, mais dans les maisons d'élévation, on remarque malgré tout la présence de grandes baies qui correspondent à un accès soit à des magasins, soit à des zones d'ateliers pour des activités artisanales, une porte individuelle qui pouvait permettre d'accéder à l'étage ou à des pièces, celle-ci est bouchée, et puis éventuellement des portes charretières pour accéder sur les cours qui sont en fond au cœur des îlots et donc derrière ces façades de maisons. Mais la fouille montre que quand on peut suivre une maison sur du long terme, on voit très très souvent des changements d'affectation. Une cour qui passe en zone couverte ou une zone couverte qui redevient une zone découverte, hein, c'est quelque chose qui change avec le temps et qui va aussi s'adapter à la pression démographique et donc à la présence massive de population à partir du XVIIe siècle. Donc, on a sur une des fouilles un parcellaire qui a pu être suivi aussi finement que possible. Donc, on est tout proche de la zone du palais du gouverneur, sur une série de grands bâtiments. Donc, cette maison qu'on a appelée C, alors, qui est une maison qui se poursuit sur la parcelle d'à côté, au-dessus, donc qu'on n'a pas entièrement, et qui fait tout de même 175 mètres carrés au sol, auquel il faut ajouter au moins 100 mètres carrés ici de jardin qui se poursuivait, avec la présence donc d'un puits privatif, dont je reparlerai. Donc, c'est une maison qui, vous le voyez, déborde largement du carcan imposé par le parcellaire, hein, puisqu'on a au moins 3 parcelles associées pour constituer ce grand bâtiment. Alors, on a des textes dans ce secteur qui parlent d'ailleurs de maisons de marchands qui pourraient correspondre à ce type de gros modules qui tranchent avec l'exiguïté des parcelles dont je vous ai parlé précédemment. Et puis, j'attire aussi votre attention sur le fait qu'on a une cour associée ici avec une venelle qui permettait donc d'accéder à ces fonds de cour sans passer par les bâtiments. Au début du XVIIe siècle, on assiste à un début de subdivision de ce parcellaire, c'est-à-dire que la maison qui reste une belle maison, on a encore 130 mètres carrés au sol, se voit amputée donc de sa partie ici ouest avec un nouveau bâtiment qui prend corps. Donc on assiste à un début de subdivision de ces grandes maisons, je vais y arriver, pardon.
mais on voit que le puits est toujours associé à cette grande maison et le jardin, en revanche, s'est considérablement réduit. Et puis, on assiste aussi à l'installation d'ateliers en fond de cour, donc les zones d'activité ne sont pas que sur la rue, avec une forge qui est installée donc dans ce fond de cour et qui devient probablement indépendante du reste de la maison et grâce à son accès par cette venelle. À la fin du XVIIe siècle, on assiste à un bouleversement puisque, vous voyez, il y a une ruelle qui traverse tout l'îlot, qui permet de rejoindre les deux rues que vous avez donc au nord et au sud, et qui va donc permettre de lotir et de construire des nouveaux espaces d'habitation à l'intérieur de l'îlot sur des espaces qui étaient précédemment en jardin. Donc notre grande maison C, elle se retrouve totalement amputée, elle fait plus que 80 mètres carrés, et au sud, à l'est, pardon, eh bien, cette maison devient totalement indépendante. Et alors, ce qui est particulièrement intéressant, c'est que on pouvait repérer dans l'histoire de la ville cette explosion démographique qui correspond à l'âge d'or de Bruage au XVIIe siècle, avant que l'arsenal de Rochefort soit créé et qu'il agisse un peu comme un aspirateur à élite. C'est-à-dire que toute l'administration et tous les militaires vont à Bruage à l'arsenal à partir du moment où il commence à être construit. Et on va assister donc à une déprise. Mais avant ça, l'augmentation de la population fait que tout se fragmente. Donc les maisons se fragmentent, y compris les grandes maisons, et face à la place que l'on perd, eh bien, on construit des petites maisons ou des petites salles supplémentaires, sur les espaces vides, c'est-à-dire sur ces cours qui, à l'intérieur des îlots, deviennent de plus en plus exigus. Et donc, à la fin de cette évolution, donc au XVIIIe siècle, on garde à peu près le même plan, mais on a la construction au milieu de cette venelle d'une latrine maçonnée, qui était toujours fouillée par Karine Robin, et qu'elle considère être une latrine qui ne peut pas fonctionner avec la ruelle, c'est-à-dire qu'elle coupe la ruelle. Donc on construit sur l'espace public une latrine, probablement publique, qui vient compléter des latrines qui sont déjà installées dans les remparts, et peut-être des latrines aussi installées dans les jardins, on le verra dans les structures publiques que je vais vous présenter tout à l'heure. Donc c'est un schéma qui est connu notamment dans les fouilles à Québec, d'utiliser ces espaces publics pour construire des latrines au milieu même des quartiers. Alors je vous ai parlé de déprise urbaine, je mets ici en parallèle les différents plans de Bruage avec de manière colorée tout ce qui concerne le bâti. Donc on voit très bien qu'à la fin du XVIIe siècle, on a une immense densité de bâti. Tout est loti en dehors ici de l'église et de ce grand clos qui est en fait le jardin du gouverneur, dans lequel on a les fameuses grottes. On voit que fin 18e, on a très clairement une déprise avec des parcelles qui sont abandonnées, qui redeviennent des jardins. Et alors en France, le document qu'on utilise tous lorsqu'on veut travailler sur les périodes récentes et l'archéologie moderne, c'est le cadastre dit napoléonien. Donc en fait que Napoléon Ier lance sous l'Empire, mais il faudra quasiment 50 ans pour qu'il couvre toute la France. Donc vous avez un plan de chaque commune, y compris les zones en champ, avec à chaque fois l'état de la parcelle, si c'est labouré, si c'est des bois, si c'est des prés, si c'est du bâti, quel type de bâti c'est, le nom du propriétaire, le taux d'imposition. Donc c'est vraiment une mine. Alors là, pour Bruage, on est en 1833, et donc vous voyez, 1833, ce qui reste de loti, c'est vraiment la portion congrue. Et donc aujourd'hui, on voit qu'on a de nouveau une reprise lente donc de la construction au sein de ce village, parce que maintenant c'est plus un village qu'autre chose. Donc la situation du XVIIIe siècle est vraiment très particulière. En 1812, alors vous savez qu'en France, les communes sont créées à la Révolution française, ça remplace les paroisses, c'est le millefeuille administratif français qui se met en place à cette époque. Donc la commune de Bruage est créée, et en 1812, il y a tellement de problèmes financiers, peu de volontaires pour être maire, que la commune demande à être associée à la commune voisine de Hyères, donc aujourd'hui c'est la commune de Hyères-Bruage, qui montre bien, qui témoigne bien donc des difficultés qu'avaient les habitants au début du XIXe siècle à subvenir dans cette forteresse fantôme, si je puis dire, puisqu'elle était vraiment plus longue
de ce qu'elle avait été précédemment. À titre indicatif, fin 17e, on a 3 familles de sauniers d'Ambroise, quand on a des recensements de population assez fiables. Les sauniers, c'est vraiment les ouvriers du Marais salant, c'est-à-dire c'est les plus pauvres des pauvres, hein. C'est les ouvriers agricoles du Marais. Donc 3 familles de sauniers. À la fin du XVIIIe siècle, les 3/4 de la population, c'est des sauniers. Et on a des baux où les sauniers habitent des maisons où avons habité 3 ou 4 familles, alors qu'on sait qu'ils n'ont aucun revenu. Donc, ils peuvent se loger quasiment, je vais dire, gratuitement où ils veulent parce que la ville est en quasi-abandon. Alors, c'était une chance pour nous parce que, du coup, tous ces terrains qui sont vides à la fin du XIXe siècle, c'est une formidable réserve archéologique parce qu'il n'y a pas de cave, il n'y a pas de tout à l'égout, il n'y a aucun aménagement qu'on a dans toutes les villes avec les réseaux électriques et autres. Donc, on a une réserve archéologique qui, heureusement, est protégée puisque l'urbanisation maintenant est contrôlée. Il y a eu quelques loupés dans les années 50-60, mais aujourd'hui, c'est quelque chose qui est vraiment, qui est vraiment une opportunité rare, hein, puisque la plupart du temps, donc, les villes ont beaucoup souffert et les niveaux anciens ont faire des aménagements récents. Alors, dans ces maisons, les traces de confort sont discrètes, on va dire, mais là aussi, vous allez voir que le va-et-vient entre ce qui subsiste en élévation, donc une archéologie du bâti ou du patrimoine, appelez ça comme vous voulez, parce que pour moi, il y a un moment, c'est la même chose, et les cheminées trouvées en fouille se complètent ou permettent donc d'asseoir un peu mieux nos connaissances sur ces éléments. Dans les niveaux les plus anciens, on a parfois des simples foyers au sol, hein, comme ici. Donc, c'est juste adossé à un mur, mais il n'y a aucun aménagement et aucune possibilité pour savoir si on a une hotte au-dessus ou bien si les fumées sont bons à travers les planchers, comme ça existe dans certains cas dans l'architecture traditionnelle. Et puis, on voit ces cheminées apparaître, les plus anciennes avec des grands carreaux de terre cuite ou des briques de terre cuite. Et puis, au XVIIe siècle, on voit ces carreaux posés de champs qui constituent donc l'âtre, parfois associés ici à des pierres calcaires ou des pierres donc, de l'Est qui constituent donc le sol de nos cheminées. On a rarement les pieds droits qui ont été récupérés ou qui, bien sûr, sont détruits, mais on a encore dans les murs de clôture de cette ville, notamment dans les jardins aujourd'hui, ou parfois dans des garages ou dans les quelques maisons d'époque qui subsistent, eh bien, ces cheminées, utilisées ou non, qui sont encore en élévation. Donc, on a les pieds droits avec les chapiteaux, parfois on a même les linteaux. Et donc, c'est particulièrement intéressant parce que celles qui sont conservées en élévation sont plutôt du XVIIIe siècle, sont les plus tardives, alors que celles qu'on a au sol sont les plus anciennes. Et donc, on commence à travailler dessus, donc sur des éléments assez discrets de l'architecture. Ce n'est pas des œuvres d'art, loin de là, mais on peut percevoir donc ces évolutions dans l'architecture, de la manière de construire les âtres entre le bâti et les données de fouille. Et puis, le confort, ça passe aussi donc par soit l'accès à l'eau, soit la présence de latrines, qui, à Brouage, sont notamment dans les phases les plus anciennes, associées à ce qu'on appelle des structures cuvelées. Donc, le principe de ces structures cuvelées, c'est une grande fosse qui est creusée à travers toute la stratigraphie jusqu'aux briques, donc à la couche imperméable, hein, qui sont ces argiles, que l'eau ne traverse pas. Et dans cette fosse, eh bien, généralement, il en suffit deux. On pose 2 tonneaux qui sont encastrés les uns dans les autres. Et ensuite, on va combler les espaces vides par du galet, du remblai pour stabiliser le tout. Donc, ces structures cuvelées sont des tonneaux qui sont des tonneaux de récupération. On en a trouvé 7 sur la grosse fouille du square et de la maison Champlain. Donc, les douelles sont toujours en chêne. On a les cerclages. Alors aujourd'hui, les cerclages de tonneaux, c'est en métal, hein. Donc là, les cerclages, c'est des demi-branches de saule que vous avez ici et elles sont ligaturées entre elles par des liens qui sont faits en châtaignier. Alors, on sait que ce sont des tonneaux de récupération parce que certains ont encore les trous pour les bondes, hein. C'est donc le trou qui permettait de vérifier le volume de vin éventuellement qu'il y avait dans le tonneau. Et puis, on a parfois des chevilles aussi qui ont été mises pour remplacer des nœuds du bois qui avaient pu sauter et qui permettaient ainsi donc de boucher ces tonneaux.
Donc, deux tonneaux encastrés les uns dans les autres, qui datent pour la plupart de la première moitié du XVIIe siècle. Là, les datations ne posent pas de problème avec la dendrochronologie, puisque c'est du chêne. Donc, sur les 7 qui ont été mis au jour, on a soit des tonneaux qui sont installés seuls dans une fosse, soit, comme sur les 2 photos à droite, des tonneaux qui sont installés par 2 dans une même fosse. Parmi ces 7 structures, il y en a une dont le comblement permet de dire que c'était un puits, puisqu'on a des formats hauts qui ont été perdus au fond, et on a un comblement qui montre son usage. Pour les autres, c'est un vrai problème. On a, dans toutes ces structures, sur le fond, on avait un petit fin niveau de sable. On a dans les traités du XVIIIe siècle l'utilisation de ces niveaux de sable qui ont été normalement de filtrer des fonds de latrines, à permettre de faire un premier filtre. Ceci dit, les analyses paléoparasitologiques qui ont été faites sur les terrains montrent qu'on a des parasites intestinaux de l'homme, mais pas en grande quantité, pas autant qu'on devrait en trouver dans une latrine. Par ailleurs, je vous ai parlé assez longuement des problèmes d'eau. Est-ce qu'on a une eau douce ou une eau saumâtre qui arrive là? Quel est l'intérêt d'avoir un puits si c'est pour avoir de l'eau saumâtre? Voilà, ça fait partie, si vous voulez, des questionnements que l'on a et que l'on se pose aussi en rapport à l'évolution du paysage et donc l'évolution de la gestion de l'eau sur l'ensemble du marais. Donc ça, c'est des programmes en cours et on n'a pas... J'espère qu'on trouvera des réponses, mais ce n'est pas certain. Et puis, ces structures installées 2 par 2 posent aussi d'autres problèmes parce que on avait notamment sur celle du haut des dépôts blancs sur les douelles qui correspondent à des dépôts carbonatés chargés en métaux lourds avec un ensemble de faux monnayeurs qui a été trouvé dedans. Donc, ça ne colle pas avec les analyses chimiques, mais ça ne colle pas non plus avec un usage lié à l'eau ou à l'hygiène. Donc, on irait plus vers des utilisations artisanales de ces ensembles sans pouvoir, pour le moment, répondre de manière bien précise à ces questions. Et puis, je vous l'ai dit, au bout de la chaîne, parce que ces structures cuvelées ont toutes été abandonnées à la fin du XVIIe siècle, on passe soit sur des puits maçonnés, comme on trouve aujourd'hui régulièrement, soit pour les latrines, sur des latrines maçonnées, comme celle qui est installée dans la ruelle, dont je vous ai parlé tout à l'heure, et qui est clairement datée du XVIIIe siècle. Donc là aussi, on voit que la mise en place de structures en pierre, telles qu'on les connaît aujourd'hui, n'est pas toujours très précoce. La ville est un chantier permanent et le remplacement du bois par la pierre se fait petit à petit, y compris pour des structures à vocation liées au confort et qui ne se montrent pas. On n'affiche pas des latrines dans une maison, mais c'est quelque chose donc, qui se fait clairement petit à petit. Alors, je vais conclure en espérant vous avoir fait, au travers de cet exposé, comprendre que pour des périodes récentes, 17-18e siècle, le va-et-vient qu'on peut faire avec les textes est vraiment un atout. Et c'est comme ça que je le perçois. On a la possibilité de confronter les deux. Ça oblige aussi chacune des disciplines, lorsqu'il y a un vrai dialogue entre historiens et archéologues, de balayer devant sa porte, comme on dit, de revoir un petit peu parfois. On est en sciences humaines, quand on travaille avec des gens en sciences dures, on se fait souvent, allumer, parce qu'on va, à partir d'exemples, d'un ou deux exemples, d'une ou deux analyses, avoir tendance à tirer une conclusion sur tout un corpus. C'est très vrai en céramologie, au moins pour la période médiévale et moderne, ou notamment sur les méthodes de construction des pots. Vous savez qu'on peut construire les pots avec un tour, on peut les faire au colombin, on peut les faire à la plaque, on peut les mouler, ça peut être aussi modelé. Et quand on a des choses qui ne font pas au tour, parce que le tour, on arrive à le repérer sans trop de difficulté, les céramologues qui ne sont pas toujours des potiers ou qui n'ont pas toujours mis la main dans la glaise arrivent à, notamment pour la période médiévale et moderne, à des conclusions
qui parfois sont aberrantes. Et quand on arrive à faire rentrer des potiers non historiens, non archéologues dans les travaux et dans les groupes de recherche, les échanges sont très fructueux parce qu'ils permettent un petit peu de relativiser les formations qu'on a eues, qui sont des formations très théoriques, mais c'est la même que je donne à Pau, donc je ne suis pas en train de critiquer. On ne travaille pas le bois, on ne travaille pas la pierre, on ne travaille pas l'argile, et pourtant, vous avez des cours sur la construction, sur la céramologie, et il y a un moment, la technique reprend le dessus. Alors, c'est probablement ce qui a fait peur aussi à beaucoup d'historiens de l'époque moderne et médiévale, lorsque on leur a demandé de faire un peu plus une histoire économique, hein, c'est-à-dire une histoire qui intégrait des éléments liés aux productions, au commerce de ces productions. Et ils se sont vite retrouvés face à un champ de compétences qu'ils n'avaient jamais étudié. Alors, dans les formations anciennes, c'était encore plus que dans celles plus vraies que pour vous aujourd'hui. C'est-à-dire qu'ils n'avaient jamais eu de notions liées aux productions, à la culture du blé, lorsqu'on avait des historiens ruralistes qui devaient disserter sur les volumes de production, les rendements et tout ça. C'était très théorique et il a fallu vraiment beaucoup de temps pour qu'on arrive à se parler, à intégrer des professionnels dans les groupes de recherche. Et l'échange avec les sciences dures est en ça très profitable parce qu'en sciences dures, 1 plus 1 égale 2, hein, pas 2,1 ou 1,99 comme on peut le faire en archéologie. Et parfois, ça a du bon. Ça nous oblige un petit peu à utiliser plus le conditionnel. Enfin, moi, je trouve que c'est vraiment quelque chose qui est profitable que ce va-et-vient. Donc, il y a pas mal d'exemples ici. J'avais choisi vraiment de ne traiter que la construction dans cet exposé. C'est à mon avis, une des zones sur lesquelles les échanges sont les plus riches. Et ça permet aussi de faire un va-et-vient donc avec de la littérature, pas seulement des archives. Hein. La littérature a énormément de place dans cette archéologie moderne. On utilise beaucoup, par exemple, les récits des voyageurs dans l'archéologie coloniale. Hein, il y a des dominicains qui font des récits de voyage, qui s'installent à la Guadeloupe, à la Martinique ou au Canada, qui ont quasiment un regard d'ethnologue. Ils vont décrire, pour les plus consciencieux, la manière dont on cuisine la tortue de mer, l'utilisation qu'on a de telle ou telle herbe, la manière dont on construit les maisons. C'est quasiment un regard d'anthropologue à l'américaine ou d'ethnologue, comme on les appelle en France. Et après tout, quand on décrit un intérieur de maison, quelle que soit la période, c'est ce qu'on essaye de faire à notre manière, hein, de reconstituer les espaces de vie, le quotidien à travers les objets. Donc, les ponts avec cette anthropologie sont nécessaires, sont un bienfait. Je n'irai peut-être pas jusque comme M. Belon à dire que la fouille n'est pas nécessaire, mais il y a un vrai travail préparatoire qui permet de cadrer ces explorations archéologiques. Et d'ailleurs, de plus en plus en France, on vous demande l'autorisation de fouille. On vous demande 1 an d'études, c'est-à-dire d'explorer, éventuellement par des prospections géophysiques, de faire un dossier documentaire sur ce qui a été fouillé, sur ce qu'on a comme archives, avant d'entamer une exploration, on va dire, destructive, hein, puisque la fouille détruit du terrain. Donc, c'est maintenant un préalable incontournable pour les périodes récentes. Mais à mon avis, les collègues des périodes plus anciennes, proto-historiens, antiques-lisants, sont quand même obligés de faire cette étape avant de foncer. Donc, voilà, c'est un débat qui est ouvert et qui pourrait avoir toute aussi son importance dans l'étude de ces corpus modernes qui attirent peu les étudiants. C'est peut-être le cas ici, j'en sais rien. Même si souvent les étudiants qu'on côtoie, moi que je côtoie à Pau, sont plus intéressés par l'antique, l'Égypte, la proto-histoire, des choses un petit peu exotiques. On a du mal à faire passer qu'on puisse faire de l'archéologie pour travailler sur des choses que vous croisez tous les jours là où vous habitez. Mais c'est pourtant aussi une réalité de la recherche. Et il y a énormément de choses à en tirer, tant sur les techniques de production, sur le commerce, sur la diffusion des modèles, etc. etc. Voilà. Je vous remercie de votre attention. Si vous avez des questions...